Je vais tout de suite demander aux intervenants de la dernière table ronde de me rejoindre. Serge Gianni Basdra, Louise Coquet, Joséphine et Brian, Jeanne Lavaux. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur scène, ce sera plus simple. Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce qu'il ne nous manque pas une... Ah si. Bonjour à tous et merci d'être présents. Alors je vais faire un petit tour de table. Merci de me faire un petit signe pour que je sache qui est qui. Donc Serge Gianni Basdra, vous êtes psychologue clinicienne, c'est vous. Bonjour et bienvenue. Joséphine Landu-Babella, vous êtes médiatrice en santé, et Brian Silla, sexologue clinicien à l'association Dessine-moi un mouton. Vous êtes là. Bonjour et bienvenue. Louise Coquet, vous êtes psychologue clinicienne. Bonjour. Jeanne Lavaux, psychologue au service de victimologie et de traumatologie de l'hôpital Armand Trousseau. Juliette Goutine, bonjour, vous êtes pédiatre infectiologue. Tania Ikoski, vous êtes pédiatre à l'hôpital Robert Debré. Anne-Charlotte Gelti, vous êtes directrice de l'association Médée. Bonjour et bienvenue. Et enfin, Myriam Koudia, vous êtes psychologue, service MNA, Equalis 91. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, vous avez des micros devant vous, vous présenter vos structures respectives et éventuellement un cas clinique de façon assez succincte pour qu'on comprenne bien quels sont les dispositifs d'accompagnement qui sont dédiés aux enfants, qu'ils soient victimes ou co-victimes de violences sexuelles. Voilà, on a un très large panel. Vous êtes nombreuses, donc peut-être faire des réponses assez courtes pour qu'on aille vraiment droit au but. Et on va commencer par vous, au fond. Je vais vous laisser vous représenter et présenter votre structure. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Jeanne Lavaux, psychologue clinicienne au centre de victimologie pour mineurs de l'hôpital Trousseau. Donc on ne reçoit pas exclusivement de mineurs non accompagnés ou de mineurs ayant vécu un parcours migratoire. C'est des profils très variés d'enfants et d'adolescents ayant vécu des événements potentiellement traumatiques. Donc c'est principalement des suivis psychothérapeutiques centrés sur le psychotrauma, donc avec des approches différentes, donc psychanalytiques, plus intégratives. On fait des thérapies TCC, on fait de l'ICV, voilà, plein de choses, de l'hypnose. On propose également des groupes et par exemple, comme petit tableau clinique, moi j'avais eu un suivi d'un jeune garçon qui était passé par la Libye et qui était victime et auteur de violences sexuelles sur sa sœur, donc un suivi très 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 compliqué et qui malheureusement a dû s'arrêter pour des raisons purement logistiques puisqu'il a été placé très très loin de Paris, donc le suivi a dû s'arrêter et c'était fort dommage. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue. Faut appuyer. Non, faut pas appuyer. Alors, du coup, comme ça a été présenté, peut-être juste, je vais ajouter qu'on fait partie des centres régionaux psychotrauma et de Paris Centre-Sud. Et on est l'antenne mineure donc, de Paris. Donc, on prend en charge Paris et certains départements d'Île-de-France. Enfin, à peu près tous, sauf le 93, en gros. Pardon ? Non. Et moi, comme exemple, comme étude de cas que je peux présenter ici, c'est quelque chose qui a été abordé ce matin, qui est effectivement la naissance d'enfants nés de viol. Mais là, c'est une mineure qui nous avait été orientée par la maternité de Trousseau. Je vais rejoindre un petit peu ce qui a été dit par mon collègue du centre Primo Levi, qui est le temps en fait de la prise en charge psychique. Alors avec une fin plutôt heureuse dans le sens où il a fallu un temps en fait à cette jeune femme qui était un temps social, c'est-à-dire un temps où elle a pu trouver son lieu de vie, de placement en centre maternel, avant de pouvoir débuter un suivi
autour du psychotrauma. Parce que c'était des moments où elles venaient nous voir avec une demande très sociale, avec aussi une notion qui est, une fois arrivée aussi à destination, on va dire, quelque chose qui ne peut pas se faire tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a déjà, en tout cas pour cette personne, il y avait déjà une forme de mise en sécurité, c'est-à-dire qu'elle avait vécu des choses tellement dures que ce qui se passait actuellement pour elle, c'était pas du tout le sujet, ça allait. Elle a pu le formuler, elle a pu dire non mais là ça va, ici pour l'instant ça va. Et c'est par la suite qu'elle a pu, après des 2 premiers entretiens en binôme avec un pédopsychiatre, ressolliciter le service pour redemander en fait un suivi qui était vraiment très lié à ces symptômes de psychotrauma. Et ce qui a été, ce que moi en tout cas là personnellement j'ai pu mettre en place, c'est justement cette temporisation qui était de dire c'est peut-être pas le moment, mais en tout cas l'espace est voilà quel est l'espace et voilà à quel moment tu pourras le solliciter si tu trouves que c'est nécessaire. Voilà. Donc, je suis Anne-Charlotte Gelti, je suis la directrice fondatrice de l'association M'aider qui s'est créée il y a 2 ans. On est un collectif d'experts, nous on est engagés depuis de nombreuses années, mais ça fait plus de 20 ans que je travaille dans différentes associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Et on a décidé de monter de cette structure parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette. Et donc on a ciblé le public spécifique des jeunes femmes qui ont entre 15 et 25 ans, qu'on ne retrouve pas dans les associations classiques d'aide aux victimes, et notamment dans les assos féministes. Et donc, on a monté un lieu, on est situé à Saint-Ouen, on n'est pas territorialisé, qui s'appelle Médézel, et à l'intérieur duquel on propose évidemment de l'accès aux soins. On a dans l'équipe 2 psychologues qui sont spécialisés et qui proposent des thérapies au long cours centrées sur le trauma. On a également dans l'équipe 2 ostéopathes pour toute la partie psycho-corporelle, puisque vous savez que les violences, ça impacte toutes les dimensions d'un individu et notamment le somatique. Et puis on a une travailleuse sociale qui est venue renforcer l'équipe pour faire le lien avec les problématiques de mise à l'abri, les problématiques de répondre aux produits de première nécessité, de savoir ce qu'elle va manger, où elle va dormir, qui sont nécessaires et un préalable pour le soin, entre autres. Et puis elle fait les ouvertures de droit. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé à l'intérieur de Médézel, Médé-Soins. On a un deuxième axe à l'intérieur de cette structure qui est l'insertion professionnelle. L'idée, c'est qu'elle soit autonome économiquement, qu'elle se reconstruise sur du soin psy, mais aussi sur l'autonomie économique. On a une consultation juridique également, spécialisée sur droit pénal, droit de la famille, droit d'asile et droit des étrangers si nécessaire. Et puis, le dernier axe de développement de cette structure, c'est de proposer des ateliers collectifs, d'être aussi un lieu ouvert, festif. Et l'idée, en gros, je la fais courte puisqu'il y a beaucoup d'intervenantes, mais c'est qu'elles puissent passer du statut d'objet à celui de sujet, qu'elles deviennent actrices de leur vie et qu'elles ne soient pas juste en consommation de consultations individuelles, mais qu'elles deviennent, elles aussi, par l'éducation par les pairs, par la proposition d'ateliers, qu'elles soient aussi force de proposition à l'intérieur de cette structure et qu'elles soient actrices de leur devenir. Voilà, donc c'est intéressant. On a ciblé ce jeune âge, moins de 25 ans. Je pense que on a une capacité d'agir et de permettre qu'elles fassent d'autres choix hors des violences et en toute sécurité. Et donc, on s'occupe de femmes victimes de toute forme de violence. J'ai pas de cas clinique, mais on s'occupe, on intervient, on accompagne des jeunes femmes qui ont subi aussi bien des mariages forcés, de l'excision, des violences intrafamiliales, de l'inceste, des violences sexuelles, des violences dans des couples même très jeunes, des violences du harcèlement sexuel au travail, peu importe. Et on a des jeunes femmes qui sont migrantes, issues des immigrations ou sorties de l'aide sociale à l'enfance ou nées en France, française. Peu importe, on n'a pas de conditions. Vraiment, on est sur l'ensemble du continuum des violences. Et puis, on a un pôle formation. Et enfin, on intervient également dans le cadre de la lutte contre la récidive. On a aussi l'ensemble du SPREC, puisqu'on va en détention et en milieu ouvert auprès des auteurs de violences pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de nouveau de passage à l'acte violent. Voilà pour la présentation. Bonjour à tous, donc je suis docteur Tania Ikovski, je travaille avec Juliette dans le même hôpital, l'hôpital pédiatrique Robert Debré dans l'Est de Paris.
Donc moi, je suis à la tête de cette unité hospitalière un peu nouvelle. Peut-être que certains ou certains travailleurs sociaux connaissent l'UAPED et l'EPRED. L'UAPED, c'est une unité d'accueil pédiatrique pour enfants en danger ou à risque de l'être. Et nous sommes aussi EPRED à Robert-Debré. On est équipe référente régionale pour l'Île-de-France. Donc, ce que sont nos unités? Nos unités interviennent soit en urgence, soit sur un mode ambulatoire à froid, pour prendre en charge des enfants de 0 à 18 ans susceptibles d'être victimes de violences. Donc, parmi ces enfants, il y a bien sûr des enfants issus de la migration, MNA ou pas. On peut être arrivé en France, hébergé par ses parents, mais ayant vécu toute notre vie sans les avoir connus. Donc, il y a aussi ces difficultés-là. Mais c'est un accompagnement en soins, en pédiatrie médico-légale et en protection de l'enfance. Donc, c'est assez vaste. C'est-à-dire que on sait que pour faire des démarches médico-légales en France et pour protéger un enfant, il faut souvent que les parents soient actifs et aient porté plainte ou qu'il y ait déjà eu des signalements de la part d'institutions. Nous, on n'attend pas que ce soit déjà fait. On peut être vraiment partie prenante dans le repérage et dans l'accompagnement de ces jeunes, sachant que souvent, pour adresser la vraie problématique de danger, il faut passer par le corps. Et ces enfants-là parlent beaucoup plus de leurs douleurs somatiques, de leurs cauchemars, de leurs troubles de l'appétit, vraiment de leurs embêtements chroniques avec leur corps plutôt que le fond du problème. Et c'est évidemment ce qu'on respecte. On va d'abord faire des soins du corps et de là amener petit à petit la parole à se libérer. Mais encore faut-il que l'enfant soit hébergé, sectorisé s'il est pris en charge dans une structure adéquate. Et c'est vrai que d'accentuer les démarches à la protection physique et à l'hébergement, c'est essentiel pour faire un travail de fond, de soins. Donc on travaille là-dessus, on fait des certificats évidemment médico-légaux et c'est vrai que la jurisprudence doit changer, mais il y a encore un long chemin à faire, mais on essaye modestement d'aider. Et on est amené donc à avoir des nouveau-nés de la maternité, on est amené à avoir des enfants, des adolescents qui ont vécu des violences sexuelles, mais il n'est pas rare qu'on nous adresse des jeunes filles de 16 ans qui sont à la fois MNA ayant vécu des violences sexuelles et maman. Donc il y a cette problématique de protéger et l'adolescente en fin de construction identitaire et le bébé à venir. Et donc, quelquefois, ça pose beaucoup de problèmes éthiques. Heureusement qu'on est on est une équipe pluridisciplinaire, donc on est pédiatre, psychologue et infirmière, et on travaille avec les assistants sociaux de l'hôpital, mais on n'est pas assez d'être entouré de psychologues, de psychiatres, d'autres somaticiens pour réfléchir, parce qu'au niveau éthique, en effet, il faut pouvoir faire de la protection de l'enfance et protéger des bébés en danger, parce que leur mère est dissociée et qu'elle a vécu vraiment un PTSD chronique installé et des raptus anxieux, alors même qu'on a beaucoup d'empathie pour ce qu'elle a vécu. Donc c'est assez complexe. Mais voilà le travail qu'on essaye de faire. Main dans la main. Voilà, et donc pour compléter ce que dit Tania, moi je suis le docteur Goutine, je travaille donc à la PAS pédiatrique de Robert-Debré. Enfin, je suis plutôt en train de monter la PAS pédiatrique dédiée de Robert-Debré pour être un peu plus exact. Donc actuellement, on a 2 créneaux de consultation par semaine qui sont dédiés à la prise en charge des enfants migrants et on a l'ambition de monter une véritable PAS pédiatrique dédiée, ce qui devrait commencer à voir le jour à partir de janvier 2026. Donc nous, on intervient assez précocement dans la prise en charge puisqu'on voit les enfants qui nous sont envoyés soit par les urgences, soit par les associations, soit par les services de l'hôpital, souvent pas très longtemps après leur arrivée en France, et on fait un bilan un petit peu somatique de débrouillage chez ces enfants-là. Et donc le contexte est assez différent, je pense, de ce qu'on a pu décrire jusqu'à maintenant, puisque nous, on va se focaliser sur ce qui nécessite une prise en charge urgente. Donc dépister les enfants les plus en souffrance, les enfants pour lesquels un adressage est nécessaire, dépister aussi les mutilations sexuelles féminines, et ensuite on va avoir un gros travail d'orientation de ces enfants-là. On voit à la fois donc des petits, mais aussi des MNA. On travaille beaucoup avec MSF Pantin pour les MNA femmes. Donc nous, on a la spécificité à Robert-Debré de voir beaucoup de femmes mineures isolées qui sont en général dans des situations de vulnérabilité extrême. Et donc juste pour donner un petit exemple de cas clinique de comment on peut fonctionner, il y a quelques années, on avait eu une femme avec son enfant. Oui, en moyenne, on voit les enfants 2 à 3 consultations. Donc on est vraiment sur des délais extrêmement courts
de prise en charge, parce qu'on doit en voir le plus possible. Et donc voilà, donc on avait vu cette femme avec son enfant. L'enfant présentait un retard du langage. Il avait 4 ans. Et en fait, c'est à la 3e consultation qu'on a fini par interroger la mère sur un petit peu ce qu'elle avait pu vivre. Et que je pense, parce que le lien de confiance s'était tissé, elle a déversé des violences, un parcours de violence extrême. Elle venait de RDC. Et donc, l'enfant était né d'un viol. Et en fait, cette femme devait faire sa demande d'asile, avait l'entretien prévu la semaine suivante et n'avait jamais pu parler jusque-là. On l'a orientée sur l'association Parcours de Claire Tantet, que vous avez rencontrée ce matin, qui ensuite a pu travailler en urgence avec cette dame pour l'accompagner sur la demande d'asile. Et cette femme est aujourd'hui très impliquée, par exemple, dans Parcours, en tant que père pour les autres femmes impliquées. Donc c'est le genre de choses qu'on a pu faire dans notre structure. Bonjour. Alors, je vais vous parler un peu de la prise en charge des enfants mineurs et jeunes adultes à l'association Dessinement à Mouton. Du coup, on accueille des enfants porteurs ou pas, mais dont un membre de la famille est porteur d'une pathologie avec leur mère et qui sont victimes des violences conjugales et des fois aussi de violences sexuelles. Et je vais juste en fait dire par rapport à ce que vous venez de dire et tout à l'heure que c'est difficile en fait que ce soit établi clairement en fait que l'enfant était co-victime de violences sexuelles parce que les mères elles arrivent, elles sont inquiètes et du coup elles peuvent évoquer la violence conjugale mais elles ne peuvent pas parler en fait facilement de la violence sexuelle. Du coup ça peut rester implicite pendant une longue période. Et bien sûr, ça, c'est un élément clinique à lui-même. Ça montre en fait qu'il y a la stigmatisation, la transmission en fait silencieuse qui en découle et la difficulté de mettre des mots. Et voilà, du coup, je reçois un enfant de 4 ans qui parle pas beaucoup et qui a un vocabulaire qui est relativement pauvre pour son âge. Et sa mère, elle s'inquiète de conséquences en fait de violences dont il a été co-victime. Et c'est vrai que dans un premier temps, l'enfant, il voulait en fait être vraiment près de sa mère. Il avait besoin en fait de confirmer qu'elle est là, qu'elle allait bien. Et progressivement, voilà, il a commencé à dessiner, surtout colorier. Et je me rappelle, il avait dit, je ne sais pas colorier, et je ne sais pas dessiner, du coup, en colorier. Et petit à petit, il a commencé à s'exprimer par le jeu. Et du coup, dans ces jeux, Spider-Man, son super-héros préféré, devient une figure paternelle et ambivalente, et admirée, protectrice, mais aussi destructrice. Il attaque la figure maternelle et fait tomber tout le monde. Et du coup... là, on accueille, et ce qui est impossible, en fait, la question de la loyauté. Et dans le sens aussi que pour la mère, l'envie de l'enfant à être en lien avec le père, c'est très difficile en fait à entendre. Et parce qu'il était co-victime des violences, du coup, elle se pose la question comment il va être en lien en fait avec un père qui est violent. Et aussi, quand l'enfant il est en colère, elle a du mal à contenir en fait cette colère parce que ça la renvoie à son mari violent et elle a peur qu'il va devenir aussi dans le futur un adulte violent. Et du coup, le travail avec la mère aussi, c'est de pouvoir l'aider à mieux comprendre en fait, à comprendre aussi que sa façon de lire la colère et chez son enfant est vraiment en fait ça passe par tout ce qu'elle a vécu, pouvoir différencier aussi le père de l'enfant et rapidement aussi parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps un cas en fait dans Gênes et lui il a perdu sa mère au pays d'origine quand il avait 1 an. Et il a connu des déplacements successifs en fait dans la famille élargie, d'une tante à l'oncle, de la grand-mère à l'autre tante. Et voilà, et quand il était enfant, il a subi des violences sexuelles par une voisine qui des fois s'occupait de lui. Et puis quand il était adolescent, suite à un accident vasculaire cérébral, il a connu qu'il était porteur du VIH. Du coup, il est venu en France joindre son père qui est parti
un peu après sa naissance et il a construit sa famille, il avait une nouvelle famille. Et du coup, ces jeunes, d'un jour à l'autre, il part du pays d'origine, il perd tous ses repères, avec quand même un désir et une curiosité en fait pour ces nouveaux pays et surtout pour connaître son père. Mais il y a la difficulté en fait de trouver sa place. Du coup, un enracinement, en même temps difficulté à trouver sa place. Et par rapport à ce qu'il a vécu, ça n'a jamais pu être élaboré. Et ça a été représenté plutôt comme avoir fait l'amour. Et du coup, peu à peu, en fait, on a pu séparer en fait le fantasme de la réalité et de l'aider en fait à reconnaître ce qu'il a subi et en même temps élaborer plein de choses comme la colère vis-à-vis des adultes qui n'ont pas su les protéger, la culpabilité et la honte. Et il reste en grande fragilité, mais quand même. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce cas clinique. On reviendra dessus après. Je vous laisse la parole. Bonjour, Myriam Koudia, je suis psychologue à Equalis, qui est une structure qui accompagne des MNA. On accompagne 175 MNA, dont 16 filles. Les MNA sont divisés en 2 services. Un service mineur, donc qui les accompagne de 15 à 18 ans, et un service majeur de 18 jusqu'à 21 ans grâce au contrat jeune majeur. Et nous avons également un service UDA pour l'accompagnement des demandeurs d'asile et bénéficiaires de la protection internationale. Dans le service MNA, l'accompagnement est donc un accompagnement socio-éducatif avec l'aide à la scolarité, à la légalisation des documents administratifs. Je suis la seule psychologue dans le service, donc j'accompagne potentiellement les 300 personnes en fonction de leurs besoins. Du coup, je fais beaucoup appel aux partenaires extérieurs tels que Dessine-moi un mouton ou autres structures pour essayer d'aider le plus possible, d'accompagner au plus près des besoins des personnes que nous accompagnons. Pour une situation clinique, je vais vous parler d'une jeune fille camerounaise qui est arrivée dans notre service à l'âge de 15 ans, qui était très agressive dans ses comportements, dans ses relations aux autres. Très difficile d'accès, le lien de confiance a été compliqué à tisser. Et puis, au fur et à mesure, on a appris à la connaître. Et puis, elle m'a expliqué donc s'être fait violer par son frère très tôt, avoir subi des mutilations corporelles et sexuelles. Et puis plus tard, c'est une jeune femme qui avait des relations intimes du type michetonnage, qui pour elle ressemblait à la normalité. Donc c'était compliqué de lui apporter un sens différent. On a beaucoup travaillé ensemble. Elle a subi également des viols. Le premier viol qu'elle a subi par son frère a donné lieu à une grossesse, et puis des grossesses sur le parcours migratoire, et enfin en France d'autres grossesses qui ont été suivies d'avortements. Aujourd'hui, c'est une jeune fille qui a 23 ans, qui est donc sortie de notre structure, qui a réussi grâce à ses capacités de résilience et, je l'espère, à l'accompagnement que nous avons pu lui prodiguer, à des relations beaucoup plus saines qu'auparavant. Est une jeune fille équilibrée et qui peut faire des projets dans la vie. Joséphine. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Joséphine. Je suis médiatrice en santé chez Dessine-moi un mouton. Je fais partie de l'équipe mobile Ado Santé Sexuelle. Cette équipe Ado Santé Sexuelle fait d'y aller vers. Nous allons à la rencontre de mineurs non accompagnés et de jeunes majeurs. Alors cette équipe Ado Santé Sexuelle va aussi dans les structures relevant ou non de l'aide sociale à l'enfance, et nous accompagnons ces publics qui restent dans les lieux d'accueil, dans le foyer, les structures d'hébergement,
Et nous proposons des ateliers à caractère éducatif à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors, je co-anime les ateliers avec mon collègue qui va bientôt se présenter. Ces ateliers que nous animons, nous proposons des thématiques du genre rapport homme-femme, le consentement, l'argent et le sexe. Alors, pour les dispositifs d'accompagnement, partant de nos ateliers, tout au début, au commencement de nos ateliers sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, nous avons constaté qu'il y avait une méconnaissance de nos sujets en rapport avec les publics que nous accompagnons. Alors, en cela, étant que la compréhension était difficile, nous avons pensé à faire des rajouts en rapport avec le cours de français pour faire le lien avec les thématiques. Alors, relevant de cette approche, nous nous sommes rendus compte que cette façon de faire les choses avait très bien fonctionné et ceci avait amélioré l'accompagnement de nos participants et cela les a beaucoup plus donné la manière d'engagement dans nos ateliers. Et nous avons pu constater aussi que les jeunes, par moments, qui venaient tout au début, qui n'avaient pas l'estime de soi, qui avaient perdu leur identité, mais partant de nos ateliers, ces jeunes ont pu restaurer leur identité, restaurer leur estime de soi, et les jeunes étaient prêts à reconstruire leur identité. Voilà. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Sila Brian, je suis sexologue clinicien et psychanalyste. Et je fais partie de l'équipe mobile Ado Santé Sexuelle avec Joséphine. Et je ne vais pas représenter à nouveau le dispositif, étant donné que Joséphine l'a parfaitement fait. Moi, je veux juste peut-être ajouter que depuis ces 1 an et demi, 2 ans, nous avons pu mener un peu plus de 28 ateliers. Et nous avons pu voir au sein de ces ateliers à peu près plus de 149 mineurs. Une donnée qui peut être importante et qui est un peu le sujet de notre colloque ce jour, c'est que durant nos ateliers, très peu de femmes sont présentes, ou très peu de jeunes adolescentes sont présentes. Et je pense que ça va être quelque chose sur lequel on pourra peut-être comprendre, essayer de savoir pour quelles raisons ces femmes sont absentes de nos ateliers aujourd'hui. Merci beaucoup, merci d'avoir été succinct. Comme vous êtes très nombreux et nombreuses sur cette table ronde, je ne vais pas pouvoir poser toutes les questions, sinon on y est jusqu'à 22h. Je vous propose un autre tour de table au cours duquel je mixe un petit peu toutes les questions auxquelles que j'avais prévu de vous poser. Peut-être revenir sur ce que vous observez. Vous êtes à un poste d'observation, toutes et tous extrêmement privilégiés. Qu'est-ce que vous observez? Quels sont les cas les plus surprenants? Peut-être les cas aussi qui reviennent le plus souvent et qui traduisent une situation qui va plutôt positivement ou qui au contraire se dégrade. Voilà, je vous propose de faire un tour de table. On va recommencer par vous qui êtes au bout. Voilà. Pour revenir sur la situation dont j'ai parlé brièvement, c'est l'accompagnement des mineurs, alors qu'ils soient placés à l'ASE ou au sein d'associations, qui en tout cas va être un critère important d'investissement du suivi, d'investissement on va dire logistique, déjà de pouvoir venir, de pouvoir être conduit dans notre service, parce que si on ne vient pas, on ne peut pas créer d'alliance thérapeutique. Et donc ça fonctionne bien, c'est un dispositif qui fonctionne aujourd'hui ou non? Pas vraiment, mais pas ça, c'est par manque de moyens. En fait, on sait qu'on est tous soumis à des questions très financières et que s'il y avait plus de moyens alloués, on pourrait proposer plus de choses, on pourrait suivre plus de personnes, on aurait plus de temps, parce que, en tout cas, nous, à notre niveau thérapeutique, on a besoin de temps. On peut pas. On a besoin de temps pour créer la confiance des mineurs, on a besoin de temps pour faire émerger la demande, ça prend beaucoup de temps. On a besoin de temps pour élaborer des propositions thérapeutiques, parce que ça dépend des individus. Là, effectivement, tout à l'heure, il y avait la question de la science qui peut proposer des choses qui fonctionnent. C'est pas si simple que ça.
Il y a des techniques qui sont très réputées et qui pourtant ne vont pas correspondre aux besoins d'un individu à ce moment-là. Et donc déjà une contenance, on va dire, institutionnelle qui peut prendre la main et amener aux différents endroits, ça c'est très précieux. Parce que c'est quelque chose que nous, on ne peut pas faire. Nous, on est dans notre hôpital et on attend qu'on vienne à nous. On ne peut pas aller chercher. Voilà, pour ce qui est compliqué. Merci. Je réponds à la même question. Oui, c'est ça. Les dispositifs qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, ce que vous proposez, ceux pour lesquels vous êtes fiers, moins fiers. On travaille au même endroit, donc on propose à peu près la même chose. Votre regard sur ce qui est proposé, alors je rejoins ma collègue. Moi, je dirais que, et je rejoins, je ne sais plus qui a dit ici tout à l'heure sur scène, qu'il fallait que ce soit le ministère de la Santé et pas le ministère de l'Intérieur, effectivement. Et je dirais même qu'il faudrait que ce soit main dans la main la santé et le social, c'est-à-dire que ce soit vraiment psychosocial et somatique, qui est une prise en charge qui, pour l'instant, nous, effectivement, à notre niveau, manque de moyens et nous échappe. C'est-à-dire que nous, dans notre équipe, on a des pédopsychiatres, on a une infirmière, mais les pédopsychiatres et les infirmiers, et l'infirmière travaillent sur des situations de liaison avec l'hôpital. Donc parfois, il y a effectivement des MNA qui arrivent comme ça, en consultation, et qui après, ça ruisselle sur les psychologues. Mais on a un 40% d'assistantes sociales qui peinent à trouver sa place, effectivement, et à articuler un petit peu comment on peut travailler, nous, ensemble, main dans la main. Et puis, il y a tout l'aspect, effectivement, ce serait bien qu'on ait des psychomotriciens, un kiné, une orthophoniste, en fait, que tout soit des psychiatres. Ce qui fonctionne, c'est le temps. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué à notre niveau, c'est de faire tampon aussi parfois avec la demande effectivement d'institutions. Des fois, on nous oriente ces personnes, ces enfants, ces personnes, ces familles, parce que parfois, effectivement, c'est pas que des MNA. Et il y a quelque chose qui s'est un peu perdu, un peu lost in translation, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils savent pas tellement ce qu'on fait, nous. Et nous, on ne savent pas tellement ce qu'ils attendent. Et puis, bon, on décortique un petit peu tout ça, mais il y a parfois des espèces de pression institutionnelle, il y a du trauma, nous, on a constaté qu'il y avait du trauma, vite, il faut prendre en charge. Et voilà, je pense qu'en fait, il faudrait un petit peu... Oui. Or, le trauma est l'ennemi du temps court, finalement. Nous, en tout cas, à notre niveau, on traite effectivement quand le trauma est installé, mais pas dans l'urgence. Bien sûr. Voilà. Anne-Charlotte, quels sont les dispositifs d'accompagnement qui fonctionnent le mieux et pourquoi ? Je pense que les prises en charge holistiques, le pluridisciplinaire, c'est une réponse pertinente à toutes les formes de violence qu'on a décrites. Et je pense que ce que c'est tous les services, toutes les structures, qu'on soit associatifs ou institutionnels, ce qu'on essaye de mettre en place, ces contenants sont des lieux qui font soin en soi, qui sont jolis, qui permettent aux équipes de se coordonner, d'échanger sur les situations. Et pour ça, moi je te rejoins, ça veut dire qu'il nous faut du temps et le temps c'est de l'argent. Et alors en revanche, je voudrais répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que ça dysfonctionne ? C'est que j'ai l'impression qu'à tous les maillons de la chaîne, on a un manque criant de moyens financiers, de moyens humains. Tous les services publics sont en grande souffrance. Et en fait, comme on travaille quand même si on est en pluridisciplinarité, on travaille les uns avec les autres sur la question des violences. Quand la justice dysfonctionne, que je vais commencer par le début, la police dysfonctionne parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, que les plaintes sont mal prises, que la justice, on n'a pas des décisions qui permettent la protection des victimes adaptées, que la protection de l'enfance dysfonctionne, qu'on n'a pas assez de centres d'hébergement d'urgence, de mise à l'abri, de dispositifs spécifiques en non-mixité qui garantissent la sécurité des victimes. Je veux dire, nous, on patauge, on fait ce qu'on peut, on rame à contre-courant. Moi, je fais des formations, j'absorbe les souffrances dans les différentes structures des agents ou des salariés. On absorbe tous les dysfonctionnements et c'est vrai qu'on est un peu découragé, même si on est des militantes et qu'on est engagé. Mais je pense que la situation actuelle et que l'instabilité politique nous met aussi en grande insécurité sur le vote des budgets et le vote des subventions aux différentes structures.
Mais je pense que nos différents services ont fait leur preuve de ce qui fonctionnait. Je crois que tout le monde le sait, ce qui fonctionne. En revanche, il faut des moyens pour répondre à la demande, parce qu'il y a quand même de plus en plus de victimes. La table ronde précédente le disait. On a un seuil de tolérance et on peut s'en réjouir de nos sociétés qui est de moins en moins tolérant à toutes ces formes de violence. On a des victimes qui osent parler. Je ne dirais pas que c'est une libération de la parole, mais je pense qu'on a une ouverture des oreilles de l'ensemble des professionnels, et donc on a de plus en plus de sollicitations, et il faut aligner les moyens en face de l'ensemble des demandes pour permettre une réelle protection, une réelle prise en charge de ces victimes. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Alors, Tania et Juliette, vous êtes le contre-exemple, puisque on parle de moyens qui s'effritent, et vous êtes... il y a un beau projet qui se dessine quand même. Je ne sais pas, on fait un moyen constant, mais avec du personnel humain. Ah, c'est ça. Engagé. Comment est-ce que ça fonctionne moyens, et quelle est l'atmosphère, du coup, à Robert Debré sur ce sujet des moyens? Alors, beaucoup de choses ont été dites, et moi je vais rebondir sur ce qui fonctionne, mais c'est le CRI associatif quand même qui nous aide beaucoup sur cette thématique. C'est-à-dire qu'en fait... oui, et puis tant mieux, et puis heureusement. Heureusement, je pense qu'il faut quelquefois des gueulantes et vraiment des voix qui portent haut et fort le sujet. Je pense que ça, même si nous, on est en institution, ça nous aide beaucoup parce que le travail de réseau, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas s'il fonctionne parce qu'on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'indicateur de réussite. En revanche, on a un regard posé sur ces jeunes qui semble être le même, et la visibilité de leurs souffrances et de leurs besoins, on la partage avec les associations avec lesquelles on travaille, et le fait de pouvoir faire en effet une chaîne d'intervenants, de se dire on se passe un coup de fil, c'est une maraude qui a retrouvé un jeune en errance, il n'est pas encore reconnu par l'ASE, mais il a vraiment besoin de soins. Juliette, tu peux le voir, ok, la psychologue passe après, moi je lui fais le signalement, et tous ensemble, voilà, la chaîne va fonctionner, retour à l'envoyeur, mes mains dans la main, et ça c'est chouette, et ça nous aide parce que sinon les ministères, en effet, les politiques ne nous aident pas du tout. Deuxièmement, peut-être ce qui est très difficile, pour parler de choses un peu plus sombres dans notre quotidien, c'est le pendant strictement inverse, c'est le négatif de ce que j'ai dit, c'est le fait que leur souffrance et leur vécu est gommé. C'est-à-dire que quand on nous répond que c'est pas la peine de faire un signalement parce que les violences sont sur un territoire extérieur et que finalement leur souffrance, on a beau l'écrire en 3 pages, ça n'apportera rien, il y aura une impunité totale et même pas une déclaration au pays en question originaire parce que c'est une perte de temps. Ça, c'est difficile à entendre. Donc, il faut pouvoir encaisser ça et quand même les voir en consultation et leur dire non, tu as le droit de parler et quand même de raconter. C'est pas parce qu'il n'y aura pas de législation et d'actes d'enquête pénale que tu peux pas en parler. Donc, ça, c'est une réalité. Et deuxièmement, je sais pas, peut-être que je te vole ta réponse, mais c'est la difficulté de les adresser à des psychiatres. En fait... là encore, il y a un vrai problème sur... Alors, la psychiatrie en aigu, c'est pas tellement un problème. Il y aura toujours des structures qui les reçoivent en aigu. C'est plutôt l'urgence relative ou les nécessités d'une intervention d'un psychiatre. Psychologue, il y en a pas mal. Et quand ils peuvent et quand il y a des délais de réponse qui sont pas trop longs, ça va. Mais en psychiatrie, c'est très compliqué parce que à l'heure actuelle, tous les mineurs de France ont besoin d'un accord parental pour être hospitalisés en semi-urgence, de façon programmée. Et ces jeunes-là n'ont pas l'autorité parentale. Autant nous, à l'hôpital, pour les actes médicaux, les endoscopies, on a des passe-droits, mais quand il s'agit de psychiatrie, on n'a pas de passe-droit. Et quelquefois, on se retrouve avec des associations à changer leur date de naissance pour pouvoir les hospitaliser en psy. Et ça, c'est une aberration totale de dire aux jeunes qui nous dit qu'il est mineur, même s'il n'y a pas de papier, écoute, tu vas faire semblant d'être majeur. Enfin, quel message on leur envoie? Qu'est-ce qu'on leur signifie? De dire, écoute, là, pour l'occasion, tu vas être grand. Et puis, on va faire comme si tu étais grand. Et ça, c'est un contresens absolu. Et voilà, ça, c'est peut-être les difficultés un peu... Au niveau symbolique, c'est très gênant, mais ça ne nous empêche pas de faire, mais c'est gênant. Voilà. Non, moi, je vais rebondir sur ce que disait Tania. Dans ce qui fonctionne, effectivement, c'est le fait qu'on puisse travailler en équipe. Alors, sur les questions de budget, on reste à l'hôpital public, donc c'est extrêmement compliqué. Alors, tout à l'heure, je me suis rendu compte, je n'avais pas expliqué ce que c'était que les PASS, mais PASS, c'est permanence d'accès aux soins de santé. Donc, c'est des dispositifs qui permettent de fournir des soins à des patients qui n'ont pas de couverture sociale. Et en fait, ces enveloppes sont de plus en plus remises en cause, sont de plus en plus
limité. Vous avez entendu parler de toutes les questions qu'il y a autour de l'AME, à quel point ces dispositifs-là sont remis en cause aussi, et ça nous met en très très grande difficulté. Et donc il se trouve qu'à Robert Debré, pour l'instant, on a une petite enveloppe, on essaye de débloquer des fonds. Je travaille aussi dans un autre hôpital qui est à Saint-Denis, où on nous donne pas d'argent pour créer une passe, alors même qu'on est sur le territoire le plus défavorisé de France. Donc il y a des grosses difficultés dans l'hôpital public, tout le monde le sait, et d'ailleurs une des choses qui interroge, je trouve énormément, c'est à quel point on doit se reposer sur le tissu associatif pour accompagner ces jeunes. Et en fait, sans les associations, nous, on n'arrive à rien faire. Et ça pose question à quel point, même au niveau des prises en charge psychologiques, psychiatriques, des accompagnements, c'est beaucoup des accompagnements associatifs qui nous permettent de sortir de l'impasse. Je parlais de MSF Pantin tout à l'heure. Nous, pour ces jeunes MNA, et on peut parler de l'absurdité sociale complète dans laquelle sont ces jeunes qui sont récusés, qui sont non mineurs, non majeurs, et qui d'un coup n'ont plus le droit à rien. Ils n'ont plus le droit à aucun des dispositifs pour les mineurs, ils n'ont droit à aucun des dispositifs pour les majeurs. Et en fait, qu'est-ce qui reste? Les associations, et c'est les seules qui nous permettent un tout petit peu d'avancer et de ne pas laisser ces jeunes dans une détresse absolument immense. Donc voilà, donc pour dire les difficultés actuelles. Et je voulais juste rebondir sur un autre point qui est assez spécifique à nous, où on se retrouve vraiment dans une prise en charge très précoce. Il y a une question de temporalité qui est assez complexe pour nous, somaticiens, puisque d'un côté, on a la temporalité du psychotrauma qui s'inscrit dans un accompagnement long, dans une stabilisation de la situation sociale, et nous, on les voit précocement quand les situations sont en général, par définition, extrêmement précaires, extrêmement instables. On voit des jeunes ou des petits, des familles qui sont en souffrance. Tout est mélangé entre souffrance sociale, psychique, somatique. Comment on interroge? À quel moment on interroge? Il ne s'agit pas d'y aller avec des gros sabots de « alors, tu t'es fait violer », mais par contre d'aller chercher les signes somatiques de souffrance immédiate, et ça, c'est pas toujours évident. Et ensuite, qu'est-ce qu'on propose comme parcours? Souvent, c'est un peu le parcours du combattant. Quand on a des gens en souffrance, il faut derrière pouvoir donner des réponses, pouvoir leur proposer quelque chose, et parfois on se casse les dents. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour donner nos difficultés à nous. Si je peux juste rajouter un parcours, il y a quand même un parcours qu'on essaie de mettre au point. C'est, elle est partie, notre chère consoeur Claire Tantet, qui vous a parlé de 1000 parcours. On aimerait beaucoup faire la même chose pour les mineurs. C'est en train de s'organiser avec certains médecins et certaines volontés de faire au moins un parcours pour les mineurs qui ont subi des mutilations sexuelles féminines. Et voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui verra le jour bientôt. Je termine, après je passe le micro. Non, on a la chance quand même à Robert Debré, dans ce qui fonctionne, d'avoir beaucoup de praticiens qui sont sensibilisés à la précarité, à la vulnérabilité, je pense, parce qu'on travaille dans un bassin où on est obligé de s'intéresser à ces problématiques-là. Et donc c'est vrai qu'il y a l'équipe ESPER, il y a l'équipe de gynéco aussi qu'on a rencontrée et qui s'intéresse à tout ça. Donc voilà, donc c'est des initiatives locales à budget constant, comme le disait Tania, mais qu'on essaye de mettre en place. Alors, pour les dispositifs, je ne pense pas que c'est une question de ce qui fonctionne, en fait, qui sont les meilleurs dispositifs. Ce n'est jamais un dispositif isolé ou deux qui vont apporter les réponses. Et c'est toujours, en fait, du global, pluridisciplinaire, complémentaire. Et après, concrètement, je ne vais pas décrire tout le dispositif parce que ça a été déjà décrit par mes collègues de Dessinement à Mouton, mais juste pour dire que pour certains gens, ça peut être que quelqu'un il va investir, par exemple, un atelier de sport dans un premier temps ou une séance de danse-thérapie. Et puis, il va trouver un premier appui, il va déposer quelque chose de l'ordre médical à l'infirmière. Et puis, petit à petit, avec le temps, il va prendre un rendez-vous avec moi, la psychologue. Et voilà, c'est comme ça. Pour quelqu'un, ça peut être l'inverse. Il investit d'abord l'individuel. Après, petit à petit, il peut passer en fait un groupe de parole. Et du coup, ça dépend vraiment de la personne, de ses ressources, de son parcours et du moment où elle arrive. Et après, c'est sûr en fait que même parce qu'on est souvent dans la question des urgences quand même, et pour des jeunes par exemple qui sont sans hébergement, en errance, ou qui n'ont pas un hébergement qui est adapté, et du coup ils ont besoin d'un accompagnement qui soit global, social, médical, psychologique, éducatif. Et
Mais même pour des jeunes qui arrivent, qui ont trouvé une scolarité ou un hébergement, et il faut dire que être sans papier, avec des délais des procédures pour la reconnaissance de la minorité ou pour avoir en fait un titre de séjour. Et c'est vrai en fait que ça les met dans un état d'insécurité permanente. Et c'est comme si en fait il y a toujours en fait cette vigilance et bien sûr liée à leur parcours et à tout ce qu'ils ont vécu, mais qu'à n'importe quel moment il y a quelque chose qui peut arriver et tout va être déstabilisé à nouveau. Et voilà, mais il faut dire aussi qu'il y a certaines en fait jeunes qui, après un temps en fait long d'accompagnement, ils sont plus stables et ils peuvent investir davantage les soins et la scolarité, les relations sociales. Et du coup, on revient à la question de la stabilité, que ce soit pour le jeune ou pour l'association, bien évidemment. Et moi, je dirais aussi que l'essentiel, c'est vraiment le cadre, qui est c'est contenant, sécurisant, et que nous aussi, on puisse comprendre tout ce qui se joue au niveau du transfert et du contre-transfert. Et pour mieux comprendre en fait les jeunes et tous ceux qu'on accompagne, les gens qu'on accompagne, mais pour comprendre aussi nous-mêmes. Et parce qu'en fait, quand on est dans le trauma, il peut y avoir, par exemple, on voit le mineur qui peuvent provoquer en fait les adultes, et pour voir s'ils sont solides. Et on peut, au niveau du contre-transfert, éprouver un sentiment d'impuissance, de difficulté de réfléchir. Et des difficultés d'élaborer, voilà. Et c'est important qu'on puisse comprendre que c'est du contre-transfert, en fait, pour ne pas se décourager. Et que ça fait partie, en fait, de la problématique et pas qu'on ne peut pas vraiment, en fait, apporter et aider, en fait, quelque chose et aider les gens. Oui, je voudrais juste compléter ce qui a déjà été dit. Je suis d'accord avec toutes les difficultés qui ont été évoquées. Je rajouterais par rapport aux psychiatres le manque de formation spécialisée en transculturalité, en psychotrauma. Je trouve que quand on arrive enfin au bout du tunnel à avoir un professionnel, parfois on se casse le nez parce que le professionnel ne comprend pas les problématiques migratoires, ne comprend pas les enjeux. Je peux vous donner un simple exemple. Il y a 2 jours, j'ai réussi, après une multitude d'appels, à être en contact avec le psychiatre qui s'occupait du jeune que j'accompagnais. Et le psychiatre était épuisé par le manque de ressources. Donc je ne l'incrimine pas du tout, mais il a fini par me dire, écoutez, on ne pourra pas aider tout le monde, bonne chance. C'est pas la première fois qu'on peut entendre ce genre de remarques, et je trouve que c'est épuisant aussi pour nous les professionnels d'entendre ces choses-là, parce qu'on se démène, on est militant, on est engagé, on essaye d'aider le plus possible, et finalement le manque de moyens, le manque de formation des personnes qui accompagnent, des soignants, nous amène à l'impasse. Merci beaucoup. Pour la question des dispositifs, je vais essayer d'axer ma réponse à 2 volets, s'il vous plaît. Du coup, pendant que nous animons nos ateliers, nous avons pu faire une observation en rapport avec les participants qui sont accompagnés dans le lieu d'accueil éducatif, qui sont plus stables, centrés sur l'accompagnement global et à la construction du projet. Alors, nous avons pu constater que ces participants ont une évolution de connaissance de nos ateliers sur le plan pratique, et puis sur le plan connaissance et savoir. Nous avons instauré le consentement, la prévention, et ils ont pris aussi connaissance de tout ce qui est consentement et tout ce qui est aussi la prévention et la mise à jour de leur calendrier vaccinal, parce qu'ils n'avaient pas l'information. Mais deuxième volet, sur l'axe où les lieux d'accueil est temporaire, ce sont des jeunes généralement qui sont des primo-arrivants.
des primo-arrivants qui sont en situation de précarité très avancée et en situation de vulnérabilité et qui n'ont pas un endroit sûr pour dormir, un endroit sûr pour laver leur linge ou manger, ou un endroit sûr pour charger leur téléphone, pour essayer de se mettre en lien avec la famille qui est restée au pays, dont les liens de parentalité sont rompus. Alors nous avons pu remarquer que dans ces genres de situations ou ces genres de participants dans l'accompagnement, il y a un problème de méconnaissance de sujets pendant des ateliers, aussi une méconnaissance de consentement et de mise à jour de leur calendrier vaccinal, d'autant plus qu'ils sont éloignés du système de soins et ils sont en manque d'informations. En manque d'informations, d'autant plus qu'il y a par moment, il y a les psys ou soit les médecins qui sont dans les dispositifs qui peuvent consulter facilement, mais ils n'ont pas l'info. Soit ils ont l'info, mais qui sont détournés par des idées erronées. Ils ne peuvent pas voir la psy, parce que quand je vais voir la psy, je sous-entends que je suis fou, je suis malade. Ben, moi, je ne suis pas malade. Donc, c'est dans ce genre de dispositifs que nous avons pu évoluer. Alors, nous nous sommes rendus compte que, quand bien même il y a des psys dans certaines structures, dans d'autres, il n'y en a pas. Il y a un problème de manque de ressources de professionnels. Et aussi, il y a un problème de manque de formation continue pour la remise à niveau des accompagnateurs en rapport avec les usagers. Je vais essayer de compléter les propos de ma collègue Joséphine, qui est médiatrice en santé. Et elle m'accompagne lors de nos ateliers auprès des structures. J'aimerais juste éclaircir un peu la différence à laquelle on peut être confronté. Il y a une différence vis-à-vis des MEX dans la manière de diffuser nos ateliers, et une différence vis-à-vis des haltes humanitaires. Ce qu'on a pu constater, c'est que les MEX dans lesquels nous pouvions intervenir, la manière de communiquer au sein de l'établissement était plutôt bonne, les ateliers étaient plutôt bien accueillis, et cela nous permettait de pouvoir diffuser des informations sur l'éducation relationnelle et affective et sexuelle parfaitement. En halte humanitaire, c'est un peu plus complexe, étant donné que ces jeunes sont dans une période plutôt transitoire, c'est-à-dire qu'ils vont être présents 4, 5 mois, 6 maximum, puis ils vont possiblement intégrer des structures d'accompagnement qui sont gérées par l'ASE. Malheureusement, dans ces structures-là, il faut trouver un moyen de pouvoir diffuser des informations qui puissent permettre aux jeunes d'avoir un intérêt à sa présence lors de nos ateliers. Donc ce qu'on a pu faire avec Joséphine, c'est tenter de pouvoir créer des accompagnements et un atelier qui mélange la santé relationnelle, affective et sexuelle et les cours de français. Malheureusement, ce qu'on a pu constater à travers les retours, c'est que la structure qui nous accueillait, parfois, pouvait ressentir une réticence par rapport à l'approche qu'on pouvait y mettre, car ce n'était pas l'objet principal de notre venue lors de nos ateliers. Donc on a dû un peu tenter de réajuster nos pratiques, et c'est pour cette raison qu'on a maintenant une coordinatrice qui nous permet de pouvoir aller droit au but vis-à-vis de nos ateliers, et surtout de permettre en fait de diffuser des informations concrètes qui puissent susciter un intérêt, que ce soit pour les jeunes de MEX ou les jeunes en halte humanitaire. Le dispositif en lui-même, le fait d'aller vers les jeunes, je trouve que c'est un dispositif excellent, mais il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est que les jeunes ont besoin d'être écoutés. C'est-à-dire que les ateliers que nous menons, ce sont des ateliers que nous pensons. Je pense que dans l'idée, ce serait plutôt de faire en sorte que les jeunes puissent penser leur propre atelier afin qu'on puisse diffuser des informations qui portent un intérêt pour eux. Et ça, c'est un peu la difficulté qu'on rencontre. Pourquoi ? Parce que c'est des problèmes financiers, c'est des problèmes de temporalité aussi. Et malheureusement, on doit tenter de faire avec. Merci beaucoup. On restera là-dessus, cette singularité et ce sur-mesure pour les ateliers des jeunes. Merci à tous les 9. On va prendre les questions qui sont certainement nombreuses dans la salle et en distanciel avant de passer à la conclusion. Ah, Madame au fond, bonjour et bienvenue. On vous amène un micro, regardez.
Bonjour, je suis Karine Kanko, je suis médiatrice en santé dans l'équipe mobile de l'association Basiad. Mettez bien votre micro. Je suis médiatrice en santé dans l'association Basiad. Ma question s'adresse à, je ne sais plus qui, tout à droite. Ouais, elle a parlé d'un pédopsychiatre et tout. Et donc, j'aimerais savoir quelles étaient les tranches d'admission des pédopsychiatres. Parce que des fois, il y a des restrictions en termes d'âge et tout. Les tranches d'admission dans notre service pour les pédopsychiatres. Alors en fait, c'est les pédopsychiatres de ce service, même s'ils sont dans le service de victimologie, en fait, ils travaillent juste en liaison. Ils reçoivent que les enfants qui sont arrivés à l'hôpital en hospitalisation, qui ont besoin d'une évaluation de pédopsychiatrie, parce que le service de pédopsychiatrie ne se situe pas dans Trousseau, il est à la Pitié-Salpêtrière pour l'instant. Mais donc c'est 0-18 ans, enfin c'est toutes les tranches d'âge qui arrivent à l'hôpital pédiatrique. Ouais. Pardon, c'est pour de l'urgence, voilà, pour le coup. Alors, ça arrive que nous, les psychologues, on les sollicite pour certains de nos patients, mais ça va se discuter en synthèse sur effectivement pourquoi une prise en charge par un pédopsychiatre dans le service est nécessaire, et c'est vraiment du cas par cas. Et effectivement, en fonction des moyens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous présents à 100% du temps non plus dans le service. Et ils ont déjà beaucoup de consultations en liaison. C'est encore moi. Merci. Alors, merci pour vos interventions à tous et toutes. Pour le coup, moi, j'avais une petite réaction pour Brian Silla et Joséphine. Je ne veux pas écorcher votre nom de famille. Déjà, je vous remercie de parler de l'aide sociale à l'enfance, parce que je trouve que c'est quelque chose qui a été un petit peu passé à la trappe tout au long de la journée. Bon, c'est pas une critique, c'est vraiment, ça fait partie de la réalité des enfants de migrants. Et on en a parlé beaucoup ce matin de ces mamans qui se retrouvent dans des circuits de rupture, etc. Et auxquels, enfin moi c'est vraiment un truc dont je voulais parler et que j'ai retenu. Quand l'enfant est placé, ça rajoute une rupture supplémentaire. Et quand on est dans une situation où les enfants ont été eux-mêmes victimes ou co-victimes, même si je trouve cette appellation un peu bizarre d'être co-victime. Victime collatérale. Ouais, mais je trouve, enfin bon, c'est ma compréhension personnelle. Peu importe, je m'en fiche. Ce qui me questionnait là maintenant, c'est vraiment comment parler de la sexualité quand on a été victime et d'être amené dans le collectif. C'est-à-dire que quand on est en MEX, c'est un dispositif quand même particulier. On est dans du collectif, de pays d'origine différents, avec des cultures familiales, sociales, religieuses différentes. On est, pour le coup, dans des petits groupes de vie. Et je comprends vraiment votre problématique d'aller vers les jeunes. Comment est-ce qu'on propose, comment est-ce qu'on présente la santé sexuelle? De surcroît, si ce sont des enfants qui ont également des problématiques de pathologies chroniques, les jeunes drépanocytaires ou qui ont le VIH, etc., ça crée de l'exclusion en plus au sein des lieux de vie. Donc voilà, je voulais juste remercier et mettre en avant les difficultés que peuvent rencontrer mes collègues dans le travail avec l'aide sociale à l'enfance. Et donc, ces mamans séparées de leur enfant. Voilà. Merci pour la question. Je pense que la difficulté qu'on peut ressentir, elle est institutionnelle, mais elle est aussi vis-à-vis de notre incapacité à pouvoir gérer parfois certaines situations qui peuvent être présentes en MEX ou en halte humanitaire. Moi, ce que je peux me rendre compte, c'est qu'actuellement, lorsqu'on intervient en maison d'accueil, en MEX, pardon, les femmes sont moins présentes, les jeunes filles sont moins présentes lors de nos ateliers. Alors moi, je me pose pas mal de questions. Je me dis que est-ce que c'est le fait que possiblement leur quotidien fait en sorte qu'elles ne peuvent pas être présentes lors de nos ateliers, étant donné que ce sont sur des lieux de vie, plus ou moins, et à des horaires parfois un peu particuliers où elles peuvent sortir de leur travail ou sortir d'études.
Et les convoquer pour participer à nos ateliers, parfois, ça peut être compliqué. Il y a une deuxième complication qui s'installe, c'est le fait d'obliger les jeunes à participer aux ateliers. Je me suis pas mal posé de questions et je voulais savoir si les éducateurs qui étaient présents au sein des structures avaient une forme d'autorité sur les jeunes pour les obliger à participer à ces ateliers-là. La deuxième question que je me suis posée aussi, c'était de savoir sur quel programme, sur quelle ligne conductrice on devait se caler. Est-ce qu'on devait se caler sur plutôt un gouvernement éducatif ou plutôt un gouvernement de santé? En gros, je voulais savoir si on devait se caler sur une politique de santé sanitaire ou plutôt une politique éducative. C'est-à-dire que ce qu'on propose en milieu scolaire, c'est-à-dire l'éducation relationnelle affective, est-ce que c'est ça qu'on doit proposer aux jeunes qui sont accueillis dans ces structures-là, ou plutôt parler de santé sexuelle proprement comme on peut en parler en milieu hospitalier? Et la différence, c'est que c'est la compréhension des informations. Chacun arrive avec son histoire de vie et sa capacité de compréhension d'information, et nous devons composer avec ça. Et la difficulté qu'on peut rencontrer parfois, c'est qu'on a des groupes tellement disparates que parfois les informations sont diluées et peut-être pas totalement comprises. Mais il y a aussi une incompréhension des institutions qui fait en sorte que parfois la manière dont on peut approcher l'éducation relationnelle affective peut être incomprise. On va prendre une dernière question et puis on va conclure. Eh bien, il n'y en a pas, donc je vais vous remercier infiniment. On vous applaudit. Merci beaucoup à tous et à tous.